exactement ça. C'est-à-dire que, ça fait du bien, votre livre, parce que, en fait, on n'osait pas le dire depuis 2 ans. Il y a 3 journalistes, je ne citerai pas, qui m'ont dit ça. On n'osait pas le dire, on n'osait pas le dire. Alors il faudra peut-être à nous interroger sur la menace, etc. J'ai une même chose sur le voilà. Donc il y a un effet de soulagement. Les gens vous appellent, ils vous disent merci quasiment. Merci, votre livre, vraiment, ça soulage. J'ai reçu comme ça une bonne demi-douzaine d'appels de presse, voilà, de médias assez importants. Donc c'est assez intéressant. Alors je voulais parler du danger djihadiste en Syrie, mais je ne vais pas en parler, puisque ça fait partie exactement de ce que vous disiez, c'est-à-dire le ne pas dire. L'information, c'est ne pas dire. Et alors le méchant qui dit attention, attention, dès 2011, attention, on ne sait pas ce qu'il y aura après, et puis les révolutionnaires, ils sont très barbus. Alors, faites entendre cette petite musique et on vous dit que vous êtes pro-Assad, et puis 2 ans après, bizarrement, on vous dit c'est vachement intéressant ce que vous dites, et c'est vrai en plus, etc. Bon, donc là, c'était vraiment ça. Donc au début, il ne fallait pas le dire. Il ne fallait pas le dire, d'ailleurs, c'est la confidence que m'a fait un haut fonctionnaire à la suite d'une émission. Je lui ai dit, mais vous savez pertinemment. Et il me dit, oui, je sais, je ne peux pas le dire. Voilà. Alors, la conclusion, ça va être ma dernière partie, et je vais la faire très vite. Pourquoi tout ça? J'aurais envie j'avais reprendre une formule. Je crois qu'Internet et tous ces médias qui contournent en quelque sorte ces offices sont les nouveaux maîtres du soupçon. Internet est le maître du soupçon. Alors, ça a des aspects positifs et des aspects négatifs, parce qu'on trouve vraiment n'importe quoi. Mais je crois que les médias sont dans une situation, alors là aussi j'essaie de forger un concept, vous serez indulgent, d'insécurité normative. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas absolument sûrs que leur discours sera entendu, sera cru, sera entendu. Donc il y a une espèce d'insécurité normative qui fait que, évidemment, ils ont besoin de buzz, ils ont besoin avant tout de vendre, et donc ils vont aller entendre, sauf si c'est complètement délirant, bien entendu, mais ils sont prêts d'une certaine manière. En tout cas, moi j'ai trouvé, dans le cas du traitement du conflit syrien, un relatif espace, bizarrement, de liberté. Cette insécurité normative me semble leur donner beaucoup plus de liberté, pour peu qu'on soit prudent, pour peu qu'on soit habile, au sens où ils sont prêts à des revirements qui, du coup, ne sont pas déchirants, puisque, de toute façon, ils essayent de suivre le gros animal qu'est l'opinion publique qui se sert d'autres canaux. Voilà, bon, l'exception c'est Le Monde, il y a un certain nombre de médias qui vous blacklistent, vous avez un certain discours, bien entendu. Voilà, et je voulais conclure en disant qu'à être trop prudent, on en devient paranoïaque parfois, et je crois qu'il y a vraiment, à cause de cette insécurité normative des médias, un espace pour faire passer un certain discours. Merci beaucoup. Pour conclure cette table ronde, et avant d'enchaîner sur la seconde, je vais passer la parole donc à Stéphane Gaudin, qui est à la tête du site Théâtre Mbelli, dont j'ai dit un mot en introduction, pour qu'il nous explique un peu le sens de sa démarche en miroir au titre de cette table ronde, justement. Bonjour à tout le monde, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. C'est vrai que Théâtre Mbelli n'a pas été théorisé. J'ai monté au départ ce blog il y a plus de 8 ans maintenant, dans mon bureau. Je m'ennuie un petit peu. Et puis au fur et à mesure, j'ai pensé qu'il pouvait être enrichi, et le point de départ en fait était de retrouver des valeurs, le chemin des valeurs citoyennes, le patriotisme, le courage, l'engagement de parler, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de dire des choses, et surtout avec un outil qui permettait d'avoir un pouvoir décuplé de toucher des gens, ce qui était impossible avant l'émergence d'Internet et surtout des blogs. Donc avec une seule personne pouvait avoir un impact absolument disproportionné. Autrefois, je dirais peut-être quelques années plus avant, il fallait rester dans la dimension papier, et là il fallait avoir une véritable structure, des investissements financiers, et c'était pratiquement impossible à mettre en place. Donc Théâtre Mbelli est un blog citoyen. Le sous-titre c'est l'esprit citoyen de défense.
C'est-à-dire que c'est le regard d'un citoyen sur la dimension défense, mais dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement axé sur le militaire, mais également sur tout ce qui peut être lié à la protection donc, de la nation, de la patrie, dans des phénomènes culturels, économiques. Donc on est dans la guerre économique, on est dans la guerre de l'information, on est dans la guerre mémorielle, parce que dans certains conflits Est-Ouest, on utilise la mémoire comme instrument politique. Donc la mémoire est beaucoup plus facilement instrumentalisable que ne peut l'être l'histoire. Et donc de pouvoir donner un point de vue d'un citoyen, je dis d'un citoyen parce que voilà, sur des thématiques qui aujourd'hui commencent à disparaître, le lien armée-nation, la place de l'armée dans la nation, instrument régalien par excellence. Et là, petit à petit, de pouvoir donner une information, une opinion, qui ne soit pas dans la lignée de ce qu'on a l'habitude d'écouter. De pouvoir amener de la réflexion, de la profondeur dans la réflexion, de ne pas être dans le précipité dans l'information qu'on peut voir dans tous les journaux télévisés, principalement et majoritairement dans les chaînes H24, où on aurait pu croire que le fait de faire de l'information pendant 24 heures allait permettre de pouvoir construire des émissions sur lesquelles on allait pouvoir inviter des gens pour pouvoir travailler sur la profondeur, sur la géopolitique, sur la géostratégie, remettre de l'histoire et du temps long, c'est-à-dire que les problématiques actuelles qui peuvent avoir des sources il y a plusieurs siècles, afin de pouvoir éduquer et instruire le citoyen. Donc ces chaînes H24 qui auraient pu être un instrument d'instruction, eh bien, sont de plus en plus, et de toute façon elles ont toujours été, des instruments de propagande. Et donc, à travers la création d'un modeste blog, des années plus tard, des milliers, enfin, des dizaines et des centaines de blogueurs ont émergé, preuve que il y a quand même un sentiment d'insatisfaction dans l'information qu'on nous donne. Et donc, au fur et à mesure, le blog s'est construit, donc c'est construit empiriquement, à travers des positionnements mesurés concernant certains événements historiques sur l'affaire syrienne, sur l'affaire ukrainienne, sur l'affaire libyenne. Théâtre Mobilier était les premiers à diffuser des documents montrant que la CIA avait authentifié Benghazi comme étant une zone de forte influence djihadiste, donc des années avant qu'on décide d'intervenir. Donc il y avait une position qui était de dire attention, vous emmenez la nation sur le chemin de la guerre, mais moi je suis un citoyen et donc j'essaye de réfléchir et j'essaye de permettre à mes compatriotes également de réfléchir sur votre positionnement politique ou gouvernemental sur cette question. Alors certains diront « Ah oui, mais vous n'êtes pas citoyen parce que vous allez à l'encontre du gouvernement. » Non, je suis justement parce que je suis un citoyen, donc je suis, comme autrefois au niveau de la cité grecque, j'agis. Un citoyen est là pour agir. S'il n'agit pas, s'il ne décide de ne pas agir, il ne peut pas se prévaloir de cette mentalité de citoyen. Et là, je rejoins les présentations de M. Licht, où l'explosion en fait, du Web 2.0 permet justement aux citoyens de retrouver cette dimension qui avait été mise en avant à travers le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que je suis capable et j'assume mes responsabilités dans le seuil qui m'est imparti en termes de citoyen. Dès que je ne peux plus agir en tant que tel, je fais appel à une structure plus grande, et ainsi de suite, jusqu'au sommet de l'État. Or, on sait très bien que la subsidiarité a été instrumentalisée par l'Europe, qui, au lieu justement de permettre à des citoyens de se réveiller eux-mêmes et d'avoir une action, je dirais, locale d'entraide, d'information, d'action même sur le plan citoyen, eh bien, à utiliser ce concept de subsidiarité pour justement partir du haut et aller vers le bas, et donc de centraliser au maximum donc, les fonctions de l'État jusqu'au cœur même des régions et des départements. Et donc le Web 2.0 permet aux citoyens de retrouver une forme d'autonomie active, de pouvoir permettre d'avoir une vision, je dirais, non alignée, qui est pour moi vitale dans l'ouverture d'un débat, parce que c'est le principe même de la démocratie. S'il n'y a plus de débat dans une démocratie, ça n'en est plus une. Et donc, le théâtre belli, comme son nom l'indique, donc le champ de bataille ou le théâtre de la guerre, j'utilise bien le mot de théâtre,
est là pour ouvrir le citoyen vers une scène qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias, qu'on trouve certainement dans les livres, mais il faut avoir la volonté et les moyens de pouvoir s'acheter des livres qui coûtent de plus en plus cher. Un livre d'histoire, c'est en moyenne 25-30 euros. En temps de crise, c'est très difficile de pouvoir se constituer une bibliothèque, surtout pour un jeune étudiant. Et donc, le blog, enfin le site internet, est un moyen excellent pour pouvoir, je dirais, donner une information alternative dans la profondeur, à travers des textes qui sont écrits par des historiens, par des chercheurs, qu'on ne montre nulle part, qui sont édités par des maisons d'édition, mais à 3000 ou 4000 exemplaires, alors que dans une vision PDF numérique, eh bien, comme l'a fait Théâtre Montmélie, ces textes sont lus des dizaines de milliers de fois, et donc avoir un véritable aspect de rayonnement sur des problématiques qui ne sont pas du tout débattues dans les médias. Des partenariats au fur et à mesure ont émergé parce que Théâtre Montmélie est un site engagé d'un point de vue citoyen. Il apporte du soutien à nos troupes, indépendamment de la position politique. Quand les soldats sont en extérieur, sont en théâtre extérieur, on les soutient. Peu importe la couleur politique qui les a envoyés, le soldat qui est sur place, il est au service d'une mission, au service d'une nation, et c'est là son intégrité. Et le Théâtre Montmélie est là pour soutenir l'intégrité du soldat qui se bat et qui, très souvent, enfin souvent, meurt pour cela. Et donc, il n'y a pas du tout de vision, je dirais, militante, idéologique à travers ça. Ensuite, eh bien, le média grandit, donc il devient incontournable au fur et à mesure. On s'aperçoit que le champ de lectorat s'élargit, que ce ne sont plus de Jean, Paul, mais des instituts qui vous écoutent, l'OTAN qui se greffe sur vos tweets, le Sénat, l'Assemblée nationale, et donc au fur et à mesure vous devenez, vous en tant qu'individu, un média à part entière, et donc sur lequel on va prendre des références, on va vous inviter. Et là, c'est là que la dimension citoyenne reprend une nouvelle, je dirais, une nouvelle charge positive. C'est-à-dire que vous n'êtes plus ce consommateur, vous êtes un acteur de démocratie, vous êtes là pour apporter de la contradiction, parce que ça enrichit le débat, et vous êtes là justement pour pouvoir entreouvrir une fenêtre sur des événements qui sont souvent dissimulés, ou comme Dimitri Cochot le disait, complètement mis de côté sous le tapis. Ensuite, je vais prendre quelques exemples. Et là, lorsque vous devenez un média comme ça, alternatif, eh bien, vous avez deux positions vis-à-vis des médias mainstream. Soit ils vous écoutent, donc ils vous surveillent, donc, parce qu'eux aussi ont une veille, ils vous reprennent, très souvent sans vous citer. Et puis, ensuite, lorsque vous devenez un petit peu trop gros, lorsque vous avez des partenariats, notamment avec le CPAD, est le centre en fait qui diffuse des images des armées, donc ils font un travail remarquable. Donc vous avez des types sur le terrain qui sont aussi bien photographes que caméramans, qui risquent leur vie aussi bien qu'un soldat. Je rends hommage là au sergent Vermeil qui a été tué donc, en Afghanistan il y a quelques années, donc ils risquent également leur peau. Mais il y a également une dimension, je dirais, politique de l'information qui est véhiculée par la DICODE, qui est l'organisme de communication des armées, et qui sait que vous êtes un partenaire, que vous êtes là pour donner du rayonnement, mais il faut s'inscrire dans une certaine logique, je dirais, en rapport avec certains éléments, la politique du gouvernement. Tout à fait, ce qui pourrait être louable. Mais en tant que citoyen, moi, ce n'est pas du tout mon cas. Et donc, vous pouvez très bien apporter du soutien aux troupes, c'est ce qui était fait au Mali. Donc le CPAD m'avait envoyé des images de troupes sur place, dès le départ de l'opération Serval, que j'avais mis sur Flickr, parce que par rapport aux Américains, la France a peur de montrer des troupes enfin, en opération, et surtout lorsqu'on montre des images, elles sont très petites d'un point de vue numérique. Donc là, je recevais des images en grand format, et le but était justement d'honorer les soldats qui étaient sur le terrain, et donc de pouvoir fournir aux citoyens une vision avec des formats HD. Cette galerie qui a été mise sur Flickr a été vue près d'1 200 000 fois.
au nom d'un modeste blogueur. Repris par Select Afrique, repris par Mali Actualité, par d'autres sites, etc. Parce qu'ils avaient pour la première fois une galerie dimensionnante des projections de force, où on ne montrait pas uniquement des troupes combattantes, mais également toute la dimension logistique, aérienne, maritime, et donc qui mettait en valeur en fait toute cette communauté militaire qui était au service donc, des intérêts de l'État au niveau de l'affaire malienne. Eh bien, ça m'a pas été, j'ai pas eu la preuve de ceci, mais apparemment les médias mainstream ont téléphoné donc au ministère de la Défense pour dire qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord que des blogueurs puissent mettre des images HD sur leur site. On n'est pas d'accord que des blogueurs puissent répondre beaucoup plus rapidement que nous au niveau de l'information. Et on n'est surtout pas d'accord que vous puissiez également mettre des blogueurs dans le circuit d'information, alors que c'est nous, en tant que médias, qui avons la légitimité de cette information. Et c'est là que une problématique émerge. Elle émerge de par l'émergence justement du web 2.0. Parce que les médias traditionnels ont une rédaction, donc c'est-à-dire qu'ils ont un filtre informationnel, qui est parfois, voire même souvent idéologique. Et ce que peuvent apporter des troupes, des photographes sur le terrain, un photographe de l'CAPLD, lorsqu'il part en mission, il ramène 3500, minimum 3500 photos. Vous avez déjà vu des photos des troupes en quantité, aussi bien sur le net que dans les médias? Non. Que font ces photos? Et donc j'ai été confronté à cette contradiction où des photos de troupes au combat étaient apportées par des journalistes et non pas par des photographes de l'ECPAD. Et donc on retrouve cette ambiguïté informationnelle émanant du ministère de la Défense, que je déplore, qui a été mis en avant très récemment par le journaliste Frédéric Ponce lors d'un documentaire sur le général Bijard qui est tout à fait récent, où on a un verrouillage en fait, de l'information qui, à l'époque du 2.0, est maintenant complètement inopérant parce que l'information ou l'image, on l'aura par un autre biais. Alors, par quel biais faut-il l'avoir? Est-ce que faut-il l'avoir dans les médias qui sont au cœur de l'action et qui peuvent montrer nos soldats au combat, même s'il y a des blessés? Là, on rentre dans la thématique, en fait, la problématique de la résilience. D'où l'intérêt d'un site comme Théâtre Mobilier qui est là pour justement apprendre à la population cette résilience qu'il faut avoir lorsque les troupes sont sur le terrain, parce que le phénomène zéro mort n'existe pas, est une invention américaine. Une guerre est toujours sale, une guerre n'est jamais propre, et il y a toujours des morts et des blessés. Et parfois des blessés très graves, comme j'en ai rencontré encore récemment en stage de réinsertion socio-professionnelle. Et donc, les blessés, on n'en parle pas. On parle parfois des morts, on a commencé à mettre en place des cérémonies sur le pont Alexandre III et aux Invalides pour les honorer. Très peu de citoyens y participent. Nous, Théâtre Mobilier, comme d'autres blogs, je citerai Mars Attack, ou bien d'autres, essayent justement de distiller une information pour que de plus en plus de citoyens puissent être sur le pont afin d'honorer des personnes qui sont tombées. Mais à côté de ça, eh bien, les blessés, on n'en parle pas du tout, et pourtant il y en a des centaines. Aussi bien des blessés psychologiques, des blessés physiques, et ne pas montrer des images, en fait, ne pas avoir cette dimension participative avec des citoyens qui sont en lien avec la nation, parce que c'est ça aussi, là on n'est plus dans le lien armée-nation qui est un lien vertical de l'institution vers la nation, mais on est vers le lien nation-armée, c'est-à-dire du citoyen, c'est-à-dire de la base, vers l'institution. Et on essaye, nous en tant que blogueurs, enfin blogueurs, le terme est maintenant galvaudé, mais en tant que média alternatif, d'apporter de remettre en fait l'armée dans la nation. Car de plus en plus l'armée est utilisée dans un point de vue étatique. Un État qui se détache de plus en plus de la nation, qui utilise la nation comme gisement fiscal, gisement humain, mais qui, on en parlait, M. Guiche en parlait également tout à l'heure, où on projette des troupes à l'étranger sans que le citoyen ait conscience en fait de l'intérêt général. Et dans la 3/4 des cas, c'est le cas. L'Afghanistan, vous
vous interrogez un citoyen lambda, il ne trouvera aucun intérêt à avoir fait la participation aux côtés des Américains dans le cadre de l'OTAN au niveau de l'Afghanistan. Pour le Mali, c'est différent. Pour le Mali, il y avait un danger, je dirais, islamiste qui était clairement annoncé, qui allait déborder certainement vers le nord de l'Afrique, et vous aviez toute la corne, enfin tout l'espace du désert saharien qui était également une passoire en termes de trafic de drogue. Donc là, il y avait, d'un point de vue sécuritaire, il y avait une justification qui était prouvée. Eh bien, il pourrait y avoir justement cette symbiose entre l'institution et des médias citoyens afin de pouvoir permettre une meilleure compréhension de certaines projections et de pouvoir amener la population à une réflexion sans pour autant s'aligner. Il faut avoir un esprit critique. L'esprit critique est, par exemple, est-il légitime de défendre uniquement l'armée malienne par rapport aux revendications, je dirais, des Touaregs? Est-ce qu'on doit absolument rester dans une thématique de défense des frontières issues de la colonisation, ou bien doit-on justement être beaucoup plus subtil et écouter certaines revendications ethno-territoriales afin de pouvoir arriver à une harmonie d'entente entre deux cultures différentes? Et donc là, ça fait partie du débat citoyen. Or, il est clair que, paradoxalement, ce débat citoyen n'a pratiquement jamais lieu, sauf parfois dans certaines émissions de France 24 où on invite quelques personnes, mais à des heures où c'est pas écouté. Et après, il faut avoir une démarche donc, de recherche, et en tous les cas, les trois quarts du temps, il faut avoir une veille. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être rompu à certains outils Internet, ce que ne fait pas le citoyen donc, lambda. Voilà à peu près, je termine là-dessus, la démarche de Théâtre Ombelli. Elle est globale et le but étant de pouvoir justement donner une information qui soit à la fois dans la réflexion et également dans le soutien, qui, à mon avis, est le rôle et la responsabilité première d'un citoyen. Merci pour ce témoignage. Je propose une petite séquence questions s'il y a des questions. Et ensuite, nous ferons une pause d'un quart d'heure et nous reprendrons exactement à 17h pour la deuxième table ronde qui sera introduite par un deuxième film avant l'intervention de plusieurs personnes, comme pour cette table. Est-ce qu'il y a des questions ?